semé sur le chemin vers les 17. Je suis Sebuti et je suis directrice du programme. Je vais modérer cette séance. Cette séance est interprétée en français. Si vous voulez écouter cette séance en français, veuillez utiliser le bouton en bas d'écran. Aujourd'hui, nous allons parler des économies vertes et je suis ici avec Mouchir Ahmed et Viola Chela. Merci d'être avec nous et je vais vite passer la parole à Mouchir pour se présenter. Merci et merci de m'avoir invité. Je suis fondateur de FinStep Asia, qui est basé à Hong Kong. Nous travaillons dans les fintech, les actifs verts pour les régulateurs des startups et des multilatérales. Je suis également conseiller pour un pôle d'expertise où je mène un projet sur le financement vert. Merci encore une fois de m'avoir invité. Merci Seputine de m'avoir invité aussi avec Mouchir. Je suis directrice de développement de produits et je travaille dans le développement de marché. Mon rôle implique beaucoup de travail avec les différents produits et je cherche à utiliser les produits et les services existants pour les marchés. Et je travaille également avec les fintech innovation. J'ai étudié la finance et le développement. Merci. Merci à vous deux. Pour notre discussion aujourd'hui, j'aimerais commencer avec Mouchir. Pouvez-vous expliquer le contexte et parler un peu des tendances émergentes et ce que c'est que la technologie pour le climat? Merci beaucoup pour cette question qui est tellement intéressante. La technologie pour le climat est très intéressant et nous devons regarder cela sous un grand angle. Il y a des obligations vertes, non seulement pour des souverains, mais aussi pour de grandes entreprises. Les investisseurs ont besoin d'informations sur les critères ESG et certains acteurs ne souhaitent pas soutenir des efforts qui utilisent beaucoup de carburants fossiles. Dans ce contexte, la technologie pour le climat a évolué. Nous ne décidons plus si un projet est vert, mais nous cherchons plutôt à comprendre et avoir des technologies qui sont capables de fournir des informations en temps réel. Nous cherchons à mesurer, par exemple, les émissions carbone dans des différents endroits et ensuite, il y a la convergence de la fintech avec la technologie pour le climat. On cherche non seulement à mesurer l'empreinte carbone, mais aussi de compenser cette empreinte. Certaines entreprises peuvent offrir cela aux consommateurs. Donc, par exemple, lorsque vous achetez un billet d'avion, vous pouvez choisir l'option pour compenser votre empreinte carbone. Et maintenant, il y a même des compensations pour les vêtements, la nourriture, etc. Normalement, ça coûte quelques dollars pour compenser cette carbone. Ensuite, ces entreprises sont en partenariat avec des projets verts qu'il faut mesurer avec des données, avec des technologies, surtout avec le blockchain, pour comprendre tous les différents projets. Il faut bien veiller à ce que les projets accomplissent les objectifs établis et fixés. Comme ça, les consommateurs peuvent avoir les bonnes informations.
Voilà ce que nous voyons. Il y a de nouveaux modèles aussi avec des crédits carbone et on peut échanger des jetons et avoir accès à l'échange des jetons carbone et des crédits carbone. Ensuite, est-ce que vous pouvez répéter la deuxième partie de votre question, s'il vous plaît? Okay. So it was so you were just explaining the landscape and Yeah. the Vous trends venez d'expliquer un peu le contexte et les tendances émergentes avec la technologie pour le climat. carbon credits and tokenization. Vous avez parlé un peu du crédit carbone. Je pense que la deuxième partie de ma question était quel est le contexte? Parce que les gens connaissent la fintech, mais quant à la technologie pour le climat, c'est un peu différent. Oui, c'est vrai que c'est nouveau. Ces technologies qui soutiennent ces efforts existent depuis un moment. Mais maintenant, ces technologies ont un impact au niveau des consommateurs. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à changer le vocabulaire du public général. Beaucoup de ces questions, comme les crédits carbone, existent depuis une vingtaine d'années. Mais maintenant, ce que nous voyons sont des actions prises au niveau mondial. Nous avons des investisseurs et des gouvernements qui agissent. Les gouvernements doivent remplir leurs objectifs de réduction des émissions de carbone. Et ensuite, il y a des quotas concernant l'économie verte. Il y a donc beaucoup d'investissements. Ensuite, il y a des investisseurs qui cherchent à soutenir cette technologie pour le climat à cause de leurs efforts vers la durabilité. Les pays scandinaves ont bien sûr été les leaders dans ce domaine avec l'énergie solaire, etc. Il est possible de transférer l'énergie générée dans ces projets, mais aussi de créer des réseaux pour partager cette énergie, ce qui rend les projets même plus transformateurs. Je pense que dans les années à venir, nous allons voir davantage de startups surgir. Normalement, il faut environ 2 à 5 ans pour un startup de se développer. Donc, je pense que nous allons voir beaucoup qui vont être lancés bientôt. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant passer la parole à Viola. Pouvez-vous parler un peu de votre contexte? Vous avez travaillé dans la régulation. Il y a beaucoup de technologies de régulation pour aider avec le fardeau de la gestion de ces efforts pour l'environnement. Dans votre expérience, est-ce que ces technologies ont été adoptées au Kenya et quel a été l'impact, si oui? Merci beaucoup pour cette question, Seputine. Nous sommes tous d'accord que les marchés et les institutions financières peuvent contribuer aux efforts de mitiger les changements climatiques par de différentes manières, tout comme Mushir vient de dire. En ce qui concerne les marchés des capitaux au Kenya, nous avons mis en œuvre un système de mitigation de risques qui aide les intermédiaires des marchés et les entreprises et institutions habilitées à soumettre les rapports régulièrement. Cela nous aide à évaluer le niveau de risque concernant les critères ESG et les risques liés au climat. Le système de technologie régulataire
nous aide aussi avec les processus d'approbation et aide avec le profilage des risques dans les marchés. Nous pouvons effectuer des analyses des risques, nous pouvons gérer des différentes questions comme les rapports sur les violations. Parlons maintenant de nos marchés au Kenya en particulier. Avec le bac à sable, nous avons réussi à tester de différentes technologies et plateformes de régulation de technologie. Nous avons un partenaire local pour les intermédiaires de marché. C'est une technologie basée dans le cloud pour les données analytiques, pour soutenir les efforts d'analyse des risques pour les titres et les fonds. Comment utilisons-nous cette technologie pour évaluer les risques? Nous examinons d'abord comment l'entreprise cherche à soutenir la durabilité et si le conseil a adopté des processus pour assurer une supervision des risques liés à ces domaines. Et pour les intermédiaires de marché, nous nous assurons qu'ils sont en cohérence avec tous les facteurs pour assurer que les critères d'ESG sont pris en compte. Au niveau régional, ce que nous pouvons apprendre avec l'adoption des critères ESG, c'est que les institutions financières et les émetteurs de titres peuvent mettre en place des stratégies pour mitiger les risques dans les cadres existants. Ils peuvent également mettre en place un cadre d'adoption de la technologie régulateur et avec des critères d'identification et peuvent également utiliser des systèmes pour gérer les risques climatiques. Comme par exemple, dans le cas de CMA Kenya, nous avons un système de supervision des risques et nous avons besoin de davantage d'efforts au niveau des émetteurs des titres. Merci Viola. Vous avez parlé de certains points très intéressants, surtout en ce qui concerne l'utilisation de ces technologies pour soumettre des rapports, pour suivre des données, pour les collaborations et pour gérer de différents systèmes. Avant de passer aux questions que nous avons reçues sur Swapchat, vous avez parlé du bac à sable et votre expérience avec le bac à sable. Et je pense que vous avez parlé de l'entreprise locale, c'est ça, qui a une solution d'analyse de données avec l'entité de réglementation. Il y a beaucoup de dialogues concernant les ressources humaines. Est-ce que vous pouvez en parler davantage? Je sais que c'est compliqué. Merci beaucoup, Sefutile, pour cette question. En termes de la question autour des données et sa gouvernance, voici notre approche. D'abord, nous mettons en place un cadre de travail pour reporting sur les données qui prend en compte aussi la gouvernance environnementale. Et donc, lorsque nous collectons les différentes données des reportings financiers, nous pouvons nous focaliser sur les questions ESG, mais aussi les éléments liés à la stratégie, les intermédiaires dans le marché. Et puis l'autre élément que nous avons suivi pour le suivi des données, c'est que nous avons rendu les données disponibles. Ainsi, nous encourageons aux émetteurs de titres à rendre disponibles leurs rapports, à rendre disponibles leurs données.
Et en même temps, nous avons une collaboration entre le régulateur et les émetteurs de titres pour publier les informations ESG. Et ainsi, les agences de notation peuvent évaluer ces efforts et émettre leurs opinions sur cette base. Merci. Il y a une question du public que nous avons reçue. Avant de lancer dans cette question, vous avez parlé des reportings ESG et les systèmes mis en place pour cela. Et Mushir, vous avez parlé de votre expérience en Asie avec le contexte, l'environnement. Pour moi, voici comment cela fonctionne. De l'un côté, il faut comprendre et mettre en place les systèmes. Et de l'autre côté, on a l'Asie, qui est un peu en avant, qui a beaucoup d'innovation. Donc, j'aimerais revenir sur cette question, mais avant, je vais poser la question. Quels sont les défis? En fait, je pense que c'est surtout pour vous, Mushir. Quels sont les défis pour les innovateurs climatiques, pour les startups, et quelles solutions est-ce que l'on a employées, surtout en matière de financement? Le financement n'est pas autant un défi comme avant. Dans ce contexte actuel, un des domaines critiques de focalisation, c'est les changements climatiques et la durabilité. C'est une question pour beaucoup de différents secteurs. On n'a pas toujours le même niveau d'investissement de capital risque, mais l'on a beaucoup d'investissements, beaucoup de villes, beaucoup de pays offrent des subventions pour les startups créant des produits durables. Donc, Hong Kong, c'est un exemple de ce progrès. Ainsi, le financement n'est pas forcément un défi. Là où nous voyons un défi, c'est lié aux données. Et Viola a parlé de ce sujet. Les données, la cohérence des données, ce sont des questions critiques parce que l'on a beaucoup de questions autour des données. Si vous n'avez pas des données cohérentes et fiables, si vous ne captez pas ces données pour les utiliser en faveur des décisions, en termes de, de notation des obligations, par exemple, ça devient très, très important pour les participants dans le marché. Les normes ne sont pas forcément universelles. Donc ça, c'est un défi clé pour beaucoup d'acteurs. Un autre élément, en contemplant les technologies que l'on utilise, ça peut varier. Donc, il faut avoir l'interopérabilité des technologies. Ce sera un autre défi. Il y a la voie du blockchain, mais aussi la voie traditionnelle. Dans tous les cas, vous souhaitez vous assurer de l'interopérabilité. Ensuite, lorsque l'on contemple les nouvelles entreprises de technologie, un des défis que l'on voit, c'est les anciennes infrastructures versus les nouvelles infrastructures. Les startups peuvent créer de très bons API, de très belles technologies, mais il faut s'intégrer avec l'économie plus largement. Très souvent, les anciens systèmes ne sont pas compatibles avec les nouvelles technologies et donc cela devient un grand défi pour les startups. Ensuite, purement du point de vue des startups, il y a la question de la gouvernance. Souvent,
les efforts peuvent prendre beaucoup de temps. Beaucoup de startups disposent de financement pour seulement 6 mois à 1 an, alors que parfois il faut 1 an pour recruter un nouveau employé. Donc, il faut prendre en compte le processus de recrutement. Et ça, c'est un défi que je vois pour beaucoup de gouvernements. Donc, on a toutes ces différentes questions, les anciennes technologies. Il faut raccourcir le temps de recrutement aussi. Merci. Viola, est-ce que vous avez des pensées sur cette question? En termes des défis, je pense que Moshir a très bien articulé sa réponse. J'aimerais mentionner sur la question des infrastructures et la réglementation, surtout pour les startups climatiques en Afrique. Nous avons des cadres de travail. La technologie climatique, c'est un nouveau domaine d'innovation et beaucoup de ces pays africains essaient encore de mettre en place les infrastructures appropriées. Ils essaient de développer leurs infrastructures et mettre en place les capacités. Et en même temps, les contextes réglementaires peuvent faire obstacle à l'innovation. En même temps, en raison d'un manque de réglementation, le contexte peut être très compliqué. Un autre défi a été un manque d'incitation réglementaire pour le financement climatique et la technologie climatique. Dans les marchés capitaux, nous avons mis en place des incitations pour pousser les entreprises souhaitant faire un effet de levier avec le financement climatique. Un autre défi est particulièrement lié au fait de convaincre les clients dans les zones rurales de faire le changement de leurs options, par exemple en termes d'énergie, pour adopter des technologies plus propres. Merci. Merci beaucoup. Bon, vous avez tous les deux touché sur beaucoup de différents sujets. Alors, je ne sais pas où commencer exactement. J'aimerais revenir sur un point que l'on a mentionné rapidement, les capacités. Donc, surtout l'écart de capacité qui existe. Quelle a été l'expérience en Asie plutôt qu'en Afrique par rapport à l'expérience en Afrique? Quels sont les points dont on doit prendre conscience pour les différents acteurs? Viola, vous souhaitez commencer? Et puis je peux faire la suite. Non, allez-y, Moshir. Ok, d'accord. Dans le contexte asiatique, il y a plusieurs compétences principales. D'abord, le talent lié à la technologie. Nous avons beaucoup de talents, il y a beaucoup d'ingénieurs d'informatique dans les différentes institutions. Par rapport à il y a 5 ou 10 ans, où la demande était surtout présente parmi les entreprises de technologie. Aujourd'hui, presque toutes les institutions dépendent de la technologie dans une forme quelconque. Alors, la demande est fortement accrue. Donc, cette question du talent coûte très cher pour les institutions. Ce qu'il faut, c'est plus de facultés d'informatique, formant des ingénieurs. Ensuite, il y a le fait que les ingénieurs se focalisent sur l'ingénierie environnementale. Ce serait bien d'avoir plus de cours dans les domaines nécessaires. Ensuite, il faut avoir du talent qui comprend cette perspective climatique.
en Asie, nous avons beaucoup de modèles liés à d'anciens modèles de financement vert. Hong Kong va avoir besoin de milliers de professionnels qui vont devoir développer de nouvelles compétences liées aux nouvelles normes dans le bâtiment. Alors, il y a un énorme besoin pour ce talent. Lorsque l'on commence à créer des bâtiments durables, on souhaite créer, par exemple, des bâtiments non émetteurs de carbone. Ensuite, il faut avoir des personnes qui comprennent les éléments de ESG à incorporer d'une façon pour avoir un bon impact. Il faut comprendre ce qui se passe sur le terrain, mais aussi comment on peut travailler de concert avec les politiques. On peut avoir une très bonne technologie, mais il faut inciter les gens à adopter la technologie. Par exemple, le coût du carburant aujourd'hui peut être supérieur et donc on peut encourager les gens à changer pour adopter une énergie plus propre qui peut être plus abordable à long terme. Au-delà, il faut avoir des cours d'université dans les domaines nécessaires pour former les personnes sur l'organisation et la durabilité dans de différents sens. Merci beaucoup, c'était une réponse très complète. J'aimerais ajouter un autre point autour de la structuration des produits durables dans les marchés des capitaux. Nous avons connu beaucoup de difficultés liées au titre et les entreprises potentielles souhaitant aller vers les marchés. L'on a des difficultés à structurer des instruments, des titres verts. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire en termes de développement des capacités pour les obligations vertes et d'autres produits et services durables dans les marchés de capitaux. Merci. Merci, Viola. Sur ce dernier point, j'ai une question. Qu'est-ce qui vient d'abord au Kenya? C'est l'innovation ou la réglementation basée sur ce qui se passe dans le pays? Alors, est-ce la réglementation qui essaie de créer un environnement propice ou est-ce la réglementation qui suit l'exemple de l'innovation? Merci beaucoup. L'interprète s'excuse. Dans le contexte actuel, la réglementation essaie de suivre l'exemple de l'innovation. C'est pour cela que les régulateurs, dans les marchés de capitaux au niveau local et même au niveau mondial, ont commencé à structurer des services d'innovation pour pouvoir apprendre et s'adapter aux innovations émergentes. Donc, dans le contexte actuel, c'est la réglementation qui essaie de suivre le pas de l'innovation. Merci beaucoup. J'aimerais revenir au point que j'ai soulevé tout à l'heure. Les continents différents font de différentes choses et sont à de différents endroits dans le processus. Alors, quoi faire en Afrique? Quoi faire en Amérique du Nord? Et pour Machir, qu'est-ce que l'on aurait pu mieux faire en Asie pour la résilience climatique que les autres pays peuvent utiliser pour améliorer leurs propres approches? Merci beaucoup, Sabine. En ce qui concerne le continent africain, nous avons vu beaucoup de potentiel lié au financement durable
au marché financier plus vert et à l'établissement d'écosystèmes financiers propices. Si vous le comparez avec d'autres marchés de capitaux dans le monde, il y a beaucoup de structures. C'est maintenant aligné avec la réalisation des ODD et avec la lutte contre les risques climatiques et les problèmes liés au changement climatique. Dans le contexte africain, dans nos marchés de capitaux, nous avons un avantage avec la lancée de l'obligation verte qui a été lancée il y a environ 5 ans et qui est cotée à Londres. Beaucoup de progrès ont été faits en Afrique avec le développement de cadres régulataires pour les obligations vertes et pour les marchés financiers et aussi pour le développement de règles sur l'échange de titres verts à Nairobi. La Banque centrale de Kenya a également émis des lignes directrices. Il y a eu beaucoup de travail sur les instruments verts comme les obligations vertes, les obligations durables et des taux verts. Ensuite, il y a la mise en œuvre de fonds verts et d'autres fonds durables. Et donc, en ce qui concerne le potentiel des marchés de capitaux, il y a toujours beaucoup de potentiel qui n'est pas encore débloqué. Et donc, des agences de développement qui cherchent à venir en Afrique pour financer des éléments d'énergie renouvelable, des questions d'économie et des technologies pourraient venir. Merci. Mouchir, est-ce que vous vous souvenez de la question ou vous voulez que je la répète? Oui, s'il vous plaît, répétez la question pour moi et pour le public. Alors, la question était pour l'Afrique, qu'est-ce qu'il reste à faire? Et pour l'Asie, étant donné ce que vous avez déjà fait, qu'est-ce que vous pensez que l'on pourrait mieux faire, à votre avis? Je suis quelqu'un qui regarde vers l'avenir plutôt que vers le passé. Lorsque vous avez un environnement où beaucoup de pays sont des pays émergents, comme c'est le cas en Afrique et en Amérique latine, il y a de différents taux de croissance. On cherche à sortir les gens de la misère et donc les priorités ne sont pas forcément les mêmes parce qu'on cherche à avoir un vrai impact en tant qu'État ou gouvernement. Mais maintenant, il faut un soutien pour les pays en développement, pour les économies émergentes, surtout en ce qui concerne les changements climatiques. Ce que j'aimerais voir dans les économies émergentes en Asie et ailleurs est de ne pas considérer les choses d'ici 2040 ou 2050. Je pense que nous pouvons faire davantage sur le court terme. Nous pouvons rendre la vie quotidienne plus durable. Pour beaucoup de nos communautés, la vie était très durable jusqu'à très récemment. Et nous pouvons examiner des questions telles que la sécurité alimentaire. Ce sont des questions de durabilité et ce sont des questions importantes. Il y a maintenant des technologies pour suivre combien de
nourriture vous gaspillez pour améliorer votre utilisation des ressources. Il y a des villes, par exemple à Hong Kong, où les plastiques que l'on utilise une fois seulement sont interdits. Alors, il y a des changements. Mais quelles sont les leçons à tirer de tout cela? Il faut de la coopération des États aux startups et il faut inciter les gens à agir pour avoir un impact sur les vies quotidiennes. Par exemple, avec les efforts pour lutter contre les inondations. Partout dans le monde, on voit des événements météorologiques assez incroyables. Et il y aura des impacts où il faudra dépenser des milliards de dollars pour aider les sinistrés et pour compenser tous les dégâts et les dommages, comme ce que nous avons vu avec l'ouragan en Floride récemment. Le coût des changements climatiques est réel. Alors, pouvoir changer quelque chose aujourd'hui est important. Nous ne voulons pas attendre un changement. C'est peut-être une question assez philosophique, mais voilà l'élément clé. Nous avons vu l'impact de la crise sanitaire sur beaucoup d'économies, avec, par exemple, moins de voyages. Et dans certains cas, nous avons vu une régénération environnementale à cause de tout cela. Et donc, je pense qu'il est important d'établir des objectifs sur le court terme pour avoir des actions avec un effet immédiat. Merci beaucoup. Nous avons moins de 10 minutes. Mais j'ai une dernière question. Nous avons parlé beaucoup des obligations vertes et d'autres instruments financiers qui sont utilisés pour la résilience climatique. Alors, quels systèmes sont mis en place au Kenya pour nous protéger de l'éco-blanchissement qui peut nuire aux efforts de durabilité? Quel système est-ce que vous mettez en place? Et ensuite, en Asie, quel système avez-vous déjà mis en place? Brièvement, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Sepultine. En ce qui concerne le marché des capitaux au Kenya, nous cherchons d'abord à renforcer les capacités du côté de l'offre et de la demande des parties prenantes de tous les côtés concernant la bonne structure et les bons produits pour soutenir le financement vert et durable. Nous avons mis en place un mécanisme pour suivre des divulgations sur les critères d'investissement ESG, surtout étant donné la demande croissante pour ce genre d'investissement. Il y avait quelques inquiétudes parmi les investisseurs concernant l'éco-blanchissement et donc le CMA mène des analyses tous les ans pour tous les émetteurs de titres. Nous publions un rapport annuel qui décrit le progrès pour la bonne gouvernance et les efforts de durabilité avec une emphase particulière sur les risques climatiques. Ensuite, nous cherchons à assurer que les émetteurs mettent ces informations dans leur rapport annuel. Et nous cherchons également à inclure des objectifs
des ODD dans les critères ESG pour les émetteurs de titres. Et ensuite, bien sûr, il y a le renforcement de capacité et la sensibilisation. Merci. Merci, Viola. Et je pense que Viola a déjà décrit des choses qui se passent en Asie aussi, avec l'éducation et la sensibilisation qui est clé pour toute nouvelle technologie. Ensuite, j'aimerais souligner un exemple de la mitigation de l'éco-blanchissement. C'est le suivi. L'élément le plus important, c'est le suivi. Par exemple, une organisation ne peut pas faire le même engagement vers de différents acteurs. Et ensuite, on cherche à comprendre le court terme, mais aussi le long terme. Nous travaillons à Hong Kong avec le labo de l'ONU sur le climat et d'autres partenaires et entreprises. Nous cherchons à avoir des crédits communs et nous voulons utiliser les données sur le climat en temps réel pour suivre les émissions de carbone, pour vérifier que ce qui est promis aux investisseurs est vraiment livré. Par exemple, avec une obligation verte, nous pouvons vérifier si le crédit carbone est approprié et ensuite si un acteur ne suit pas toutes les règles, nous pouvons avoir des frais. Je pense qu'il y a des solutions que nous pouvons mettre en place à grande échelle. Nous voulons assurer qu'il y a un bon suivi et nous voulons vérifier que les engagements sont remplis. Nous voulons vérifier que les produits sont mis en œuvre et que ces changements ont lieu pour de vrai. Voilà ce que l'on voit ici en Asie et je vois davantage d'utilisation de technologies pour le suivi. Autre chose, c'est que nous voyons davantage d'intérêt dans les obligations vertes qui sont normalement pour les investisseurs plus grands. Il y a eu une étude appelée Genesis One sur la vente des obligations vertes à un bas prix, comme par exemple une obligation pour 10 euros. Et cela permet beaucoup d'activités, beaucoup d'investissements. Merci beaucoup. Je vais vous accorder 30 secondes chacun pour des remarques de clôture. Merci beaucoup, Septine, et merci à tous ceux qui ont assisté à cette séance. En ce qui concerne le chemin vers l'avenir, toutes les parties prenantes devraient continuer avec les efforts pour essayer de supprimer les obstacles pour les investissements dans ce domaine. Merci beaucoup, Septine, et encore une fois, merci de nous avoir invités. C'était un plaisir d'entendre les interventions. Je dirais que les changements climatiques et la technologie climatique n'est pas uniquement pour les États et pour les pollueurs, c'est pour tout le monde. Essayer de rendre la vie plus durable est un défi majeur et c'est très lié à la réalisation des ODD. Donc, merci encore une fois et j'espère que nous pouvons tous mener des vies plus durables. 100%, c'est impossible, mais on peut faire tout à notre possible. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. C'est la fin de notre séance aujourd'hui et j'espère que vous allez continuer à nous rejoindre pour d'autres séances. Au revoir.